Bonsoir, carte sur table, 21h, 23h. Nous sommes mardi, 2 thèmes, 4 panélistes. Déjà 3 installés dans ce studio à l'approche des élections au Cameroun. 2 phénomènes interpellent. D'un côté, la transhumance politique, ces changements de camp soudains qui bouleversent le paysage électoral. De l'autre, une jeunesse entre espoir de changement et scepticisme profond. Ce soir, ces 2 grandes questions sont donc au cœur de notre débat. La transhumance politique, elle, est-elle l'expression d'une liberté démocratique ou une manipulation des électeurs? C'est le premier thème. Et les jeunes Camerounais sont-ils véritablement engagés dans le processus électoral ou piégés dans un mirage démocratique? Deuxième thème. Pour en discuter, je dis bonsoir à Bachirou Mohamedou Balkimba. Bonsoir. Merci, bonsoir Monsieur Dipita. C'est un plaisir de faire partie une fois de plus de votre prestigieux plateau. Bonsoir à tous vos téléspectateurs, particulièrement à vos téléspectateurs en millions ou alors en millions de téléspectateurs du côté des régions septentrionales du Cameroun. Je rappelle que vous êtes de la société civile. Je dis bonsoir à Serge Péléonana du RDPC. Bonsoir Monsieur Dipita. Bonsoir à mes co-panélistes. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Merci d'avoir convié le Rassemblement démocratique du peuple camerounais à ce grand débat citoyen du mardi soir. C'est un grand honneur d'être parmi vous pour aborder les questions retenues. Nous espérons apporter une fois de plus notre contribution à l'éclairage de l'opinion et surtout réitérer la volonté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de maintenir notre pays debout et résolument tourné vers son émergence, lentement peut-être, mais sûrement. Bonsoir à Arlette Ndjopoupa du PCRN. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous nos co-panélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs de STV Télévision. C'est toujours un plaisir pour moi d'être convié à votre émission. Vous me permettrez en 30 secondes aussi de dire un bonjour à tous les habitants de Kola-Famba. Vous savez que du 23 au 24 mai, le PCRN organise son congrès ordinaire de ce côté. Donc, les citoyens et citoyennes de cette commune sont appelés à bien sûr mettre tous les petits plats dans les grands pour recevoir la grande famille du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Naturellement, STV est convié, comme d'habitude. Alors, le 23 mai, c'est vendredi la semaine prochaine, c'est ça? Exactement. Donc vendredi et samedi la semaine prochaine. Vous avez eu toutes les autorisations des autorités administratives. On sait par exemple que vous aviez déjà programmé un congrès à Kribi, ce qui a ouvert la porte à une actualité jusqu'au judiciaire. Est-ce qu'à ce stade, vous êtes sûr que vous n'aurez pas les mêmes difficultés face à l'administration? Nous sommes certains que du 23 au 24 mai, nous serons du côté de la Kola-Famba et nous avons déjà obtenu toutes les autorisations nécessaires. Donc je vous invite à venir couvrir cet événement et naturellement à vivre encore une fois de plus la volonté que le PCRN a de devenir le prochain parti politique à la tête du Cameroun. Donc naturellement, c'est tout à fait légitime que nous ayons notre congrès qui se tienne. Vous avez ouvert une brèche et je vais rentrer dans un sujet d'actualité. Vous êtes au courant de l'invitation adressée par le cabinet civil à M. Conan Robert? Vous avez une réaction par rapport à cela? Non, pas grand-chose. Vous dites bien que le cabinet civil a invité un Camerounais à une prestation. Président fondateur du PCRN. Oui. Ce n'est pas un Camerounais lambda. Oui, c'est ce que je dis. Vous n'avez pas de réaction? Il n'est pas Camerounais. Je dis, c'est pas un Camerounais lambda, du moins. Oui, c'est ça que je dis. Il a été invité par le cabinet civil. Je pense que que ce soit le cabinet civil ou le concerné qui peuvent le mieux répondre à ses aspirations ou à cette invitation. Vos élus, vos députés, votre président national, qui est par ailleurs membre du bureau de l'Assemblée nationale, a-t-il également reçu un carton d'invitation? Malheureusement, je ne suis pas dans les petits papiers de Yaoundé pour pouvoir vous répondre. D'accord. Mais s'ils ont reçu l'invitation, je pense que, comme vous avez demandé devant les millions de téléspectateurs, ils se feront l'honneur de vous répondre. Donc, on aura l'occasion, évidemment, de revenir là-dessus. C'était une petite digression. On va prendre donc la transition et on va commencer peut-être par le deuxième thème, la transhumance politique, la mobilisation des jeunes, là, c'est-à-dire les jeunes Camerounais sont-ils véritablement engagés dans le processus électoral. Transition... Voilà, où on va commencer par le premier thème.
La transhumance politique est-elle l'expression d'une liberté démocratique ou une manipulation des électeurs? Bonsoir Abel Elibi qui va nous rejoindre. Vous n'êtes pas très en retard, c'est nous qui le sommes. Donc on va vous prendre dès que vous êtes installé dans le panel. Mais déjà, première question, et je l'ai dit d'entrée, lorsqu'on l'observe ces dernières semaines, avez-vous la même appréhension, la même définition, la même compréhension de la transhumance politique et son regard sur le phénomène actuel? Pour vous, comment est-ce que vous définissez ces transhumances, Bachirou? Bien, Monsieur Dipita, déjà la transhumance, c'est le fait qu'un acteur politique change ou bien migre d'un parti politique, d'une formation politique vers une autre. Alors, s'il faut déjà dire comment est-ce que nous apprécions ou alors nous concevons cette pratique, il serait important de rappeler ou alors d'édifier les téléspectateurs par rapport même à l'origine de cette transhumance politique au Cameroun. D'accord. Alors, la transhumance politique a commencé depuis les années 90. Je vais prendre quelques exemples. Après le multipartisme, l'autorisation de la multiplicité des associations au Cameroun, nous avons connu des hommes politiques qui autrefois étaient dans un seul parti et pour une raison ou pour une autre, pour des raisons peut-être de placement et autres, des intérêts, ont décidé de créer leur parti. Je parle notamment par exemple de l'UNDP, dont les leaders avaient chacun de son côté créé son parti politique pour pouvoir se positionner selon leur idéologie ou tout au moins leur calcul politique. Nous avons donc connu à partir de l'UNDP des leaders comme Hamadou Moustapha qui a créé son parti, à savoir l'ANDP. Nous avons connu Issa Chiroma qui a créé son parti, le FSNC. Nous avons connu Dakole Daïsala qui a créé son parti, le MDR. Alors c'est pour dire donc que cette pratique date de très longtemps. J'ai envie de dire même que c'est à partir de cette date que ceux qui le font actuellement, ou alors ceux qui le font actuellement, prennent comme source justement cette pratique qui date de 90. Maintenant, lorsqu'ils le font, il y a plusieurs justifications qui peuvent être dégagées. D'abord, une idéologie, des raisons idéologiques qui peuvent être claires, ou alors des intérêts personnels ou opportunistes. D'accord. Alors, on en a encore la définition. Peut-être on va revenir sur les raisons tout à l'heure. On en a appelé, vous n'avez pas beaucoup ce problème au RDPC, mais je vous laisse quand même essayer de nous dire si vous avez la même appréhension, la même compréhension de la thématique que les autres. Pour vos transhumance politique, comment est-ce que vous la définissez? Eh bien, il faut partir déjà de sa compréhension ou sa définition originelle. D'accord. Parce que lorsqu'on parle de transhumance, cela renvoie à la situation d'un bétail. Un bétail ou alors des animaux qui se déportent d'un lieu aride, d'un lieu sec, justement infructueux, pour un lieu fertile, où il y a un certain mieux vivre, où justement les conditions de leur épanouissement sont garanties. Voilà la compréhension initiale du mot transhumance dans sa définition agro-pastorale. C'est-à-dire que la transhumance vise un mieux-être pour un épanouissement et des conditions plus agréables. Maintenant, lorsque vous entrez dans le champ politique et l'actualité qui nous interpelle tous au sein d'une certaine famille politique. Pas que. Je vous laisse poursuivre. Sur le plan du point de vue de l'actualité, on veut quand même se questionner sur le fait que lorsqu'on regarde le paysage politique actuel, le mouvement pour la renaissance du Cameroun est quand même sur le plan des élus en termes de fertilité politique. C'est le parti, l'un des partis, sinon le parti le plus stérile, parce qu'il n'a pas d'élus. Donc on peut l'identifier à une zone déserte, une zone aride,
du point de vue, justement, en termes d'élus, du point de vue d'élus. Ils n'ont pas une représentativité au sein, n'est-ce pas, des différentes organisations, instances qui représentent ou incarnent le peuple et la volonté populaire. Alors, à partir de ce moment-là, on voudrait comprendre comment est-ce que c'est eux qui sont sollicités ou alors qui pourraient être sollicités par d'autres familles politiques qui sont plutôt fertiles, qui ne sont pas arides en termes d'élus, mais qui veulent quand même aller faire un tour ou aller trouver un refuge ou alors un mieux-être dans un parti qui n'en a pas. Nous pensons que si on reste dans la compréhension traditionnelle de la transhumance, c'est plutôt le MRC qui doit pouvoir aller chercher, puisque n'ayant pas la capacité et la possibilité du point de vue juridique et électoral de pouvoir investir un candidat, c'est le MRC qui doit aller chercher un mieux-être ailleurs, et ça doit commencer par son président national qui doit d'abord démissionner du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vous ouvrez 15 millions d'autres débats. Voilà. Recentralisons. Très bien, revenons, pour un mieux-être et un terrain fertile ailleurs. Mais là, on est dans le contraire. C'est ce à quoi cette famille politique nous a habitués depuis quelques années déjà. Ça ne nous surprend pas. D'accord. Arlette, transhumance politique. Alors, je serais partiellement d'accord avec les définitions qui ont été données. Déjà parce que toutes ces définitions renvoient un peu beaucoup plus à la migration. La transhumance, d'abord, a un caractère saisonnier parce que c'est généralement pendant des périodes bien précises, c'est-à-dire au moment où il y a des sécheresses que le... Sécheresse électorale. Je suis encore dans le cadre des animaux. Je ne suis pas encore arrivé dans le cadre politique. Voilà, je ne vais pas me permettre des digressions du RDPC, donc je vais rester dans la thématique. Alors, je dirais qu'il faut faire ce distinguo entre cette migration simple pour des pâturages meilleurs, mais la transhumance est beaucoup plus périodique parce que vous voyez bien sûr certains partis, mais ils vont toujours revenir parce que c'est ça la petite nuance dont on parle de transhumance. En réalité, il y a toujours un retour au bercail. On ne va pas pour rester, mais on va maintenant pour revenir justement au contexte politique. Lorsque vous évoquez justement la question de transhumance, on se demande si en profondeur ce n'est pas simplement des personnes qui vont aller parce qu'ils croient effectivement qu'il y a du pâturage ou on dirait un peu d'herbe ailleurs et qui vont finalement revenir à la maison. Donc à partir de cette appréhension, on se dit bien effectivement que les années 90, on a vu beaucoup de personnes créer leur formation politique, entrer dans l'opposition, puis revenir au RDPC. Ça, ce sont aussi des cas concrets de personnes qui sont allées parce qu'ils ont pensé qu'effectivement, ils pouvaient trouver une plage d'expression, mais qui à la fin ont estimé qu'il fallait revenir à la maison. Maintenant, je dirais que je fais le distinguo fondamental entre cette transhumance-là et bien sûr les migrations que nous avons avec différentes personnes qui vont parfois de formation politique en formation politique. Mais on peut tous assimiler en fait tous ces choix-là de la transhumance parce qu'on voit beaucoup d'acteurs écumer différentes formations politiques, aller de formation politique en formation politique, ce qui crée forcément beaucoup de doutes et d'incompréhension auprès des citoyens camerounais qui, il faut le répéter, ont eu le retour de la démocratie dans les années 92. Donc ce genre de ping-pong peut créer facilement des distinguos ou bien des incompréhensions. Je pense que ça sera l'objet de notre échange tout à l'heure. D'accord. Abel Elimbilwe, bonsoir encore. Oui, bonsoir. Alors pour vous, transhumance politique, d'ailleurs vous-même vous êtes un transhumant, un ancien du SIF. Bon. Si c'est vous qui définissez les transhumants, faites comme vous voulez, mais je vous laisse définir. Je ne me sens pas concerné. En fait, alors, j'ai quitté un parti et je ne suis pas allé ailleurs. D'accord. Les prédécesseurs ont essayé de donner, à partir de l'étymologie du mot et le contexte qui lui est très familier, parce que le contexte politique est une extension de cette notion. Mais il faut relever l'esprit
qui doit être vu dans l'idée de transhumance politique. Si pour le bétail, c'est quelque chose d'indispensable, jusqu'à ce qu'arrivent les phénomènes de sédentarisation, parce que la transhumance du bétail, c'est quelque chose de difficile. On quitte des points, on va ailleurs, très très loin, etc., etc. Donc, la modernité a encouragé la sédentarisation des troupeaux. Qu'est-ce que cela suppose? Cela suppose qu'on amène au troupeau tout ce dont il a besoin. On ne va plus chercher l'eau loin, on lui amène de l'eau, on ne va plus chercher l'herbe, etc. Donc, l'évolution même du concept de la pratique de la sédentarisation s'est opérée du fait de la recherche de la stabilité. Donc, la transhumance s'oppose, en quelque sorte, à la sédentarité. La sédentarité étant ce qui est l'évolution vers le mieux, la meilleure pratique, l'obtention des meilleurs résultats. Donc, la transhumance, c'est l'instabilité par nature. C'est l'absence de fixation quelque part. Et forcément, ça contient donc l'idée que on n'est pas attaché à la première terre, à la première loge, au premier parti où on était. On n'a pas un attachement indéfectible. Et on est à la recherche de quelque chose qu'on n'a pas obtenu dans la formation où on vient. Donc, ça pose le problème du bien fondé des agissements. Si pour le bétail, c'est indispensable, c'est essentiel, parce qu'on s'en va chercher ce qui est vital, le bétail ne peut pas vivre sans eau. Donc, s'il y a la sécheresse ici, naturellement, le bétail doit migrer vers là où il y a de l'eau. Ceci étant vital pour lui. Mais en politique, par nature, par essence, c'est la stabilité qui conforte les acteurs, qui leur donne de l'honneur, qui leur confère une respectabilité. Parce que la stabilité montre qu'ils n'ont pas adhéré à la légère. Il y avait des convictions. Or, qu'est-ce qu'on observe? On observe que les transhumants nous montrent qu'ils n'étaient pas là par conviction. Parce que le parti qu'ils quittent n'a pas changé. Il a toujours la même idéologie, il a toujours les mêmes objectifs qu'il vise. Peut-être que les conditions de sa prospérité ont changé et du coup, les gens s'en vont chercher ailleurs. Mais ils s'en vont donc chercher quoi? La prospérité qui commence à manquer ici. Et ça questionne. Ça devient quelque chose qui renvoie un peu à l'ordre moral. Parce que comme les partis politiques sont des associations qui aspirent à donner un ordre meilleur à l'organisation sociale, et dans ce meilleur-là, il y a la moralisation de la société, il y a les aspirations économiques, sociales, etc., etc. Si vous vous déplacez d'un parti politique à un autre, cela suppose que vous êtes entré dans le premier sans avoir bien vu. Ou alors, cela suppose que le parti se délite. Mais là, ça pose un autre problème. Si le parti dans lequel vous êtes entré, vous y êtes entré parce qu'il avait une bonne idéologie, il avait donc ce qui justifiait vos convictions, vous êtes aussi responsable de son évolution. Vous devez créer les conditions de son assise, de l'augmentation de ses performances, entre autres l'élargissement de son implantation. Or, qu'est-ce que nous observons? Nous observons que très peu de gens quittent les partis bien structurés et s'en vont dans des partis qui souvent ne sont même pas bien structurés. C'est ça qui amène le questionnement sur le bien fondé de ce comportement. Quand vous quittez un parti qui a des élus pour aller dans un parti qui n'en a pas,
il y a bien une régression dans la recherche de votre, ou bien dans la contribution que vous apportez à l'assise du parti d'où vous venez. Vous venez d'un parti qui avait des élus. Vous venez d'un parti qui vous a fait maire. Vous venez d'un parti où vous avez donc obtenu tout ce qui peut permettre à un homme politique de s'épanouir, c'est-à-dire d'aller vers les aspirations de ce qu'il veut être lui-même. Il veut être un contributeur à une meilleure évolution de la société. On a fait de lui un maire, c'est-à-dire quelqu'un qui peut montrer ce que le parti est capable de faire. Les bienfaits de l'adhésion à ce parti, les bienfaits d'avoir une espérance à partir de ce parti, par les réalisations économiques et sociales que vous faites dans votre commune où vous avez gagné des élections. Puis, on ne voit pas ce bilan et on vous voit quitter pour aller dans un parti qui n'a pas d'élu, qui n'a pas pu faire élire quelqu'un. Pour des tas de raisons, le résultat est le même, il n'a pas pu faire élire quelqu'un. À partir de ce moment, on dit, mais quel est le bien fondé de l'action qui consiste à quitter là où il y a un potentiel, c'est-à-dire une capacité à produire les résultats escomptés, pour aller là où il n'y en a pas. Et du coup, le débat porte sur les raisons inavouées. Parce que les raisons avouées ne sont pas recevables. Comment vous pouvez quitter un parti qui a 9037 conseillers municipaux, 158 députés ou 156 députés, 80 sénateurs. 156 députés. Le RDPC? Ah d'accord. 156 députés, oui. 9 régions contrôlées. Vous décidez de quitter ce parti qui, par ses résultats, montre qu'il a une certaine stabilité, une certaine performance. Parce qu'on n'obtient pas ces résultats-là par hasard. On peut faire le débat sur la fraude et tout ça. Moi, je ne fais pas ce débat. Pour aller dans un parti qui n'a rien. D'accord. Pour terminer cette D'accord. phrase. Mais si je prends le RDPC, qui ne connaît pas beaucoup ces mouvements-là, justement parce que, au fur et à mesure qu'il dure, il acquiert une certaine performance. Donc, on voit très peu ce mouvement. Quelques personnes peuvent partir parce que des indisciplines, etc. Mais les gens qui quittent par eux-mêmes le RDPC pour aller ailleurs. Maintenant, on voit plutôt un phénomène où on a des gens qui quittent des partis qui ont quand même un visage pas très méprisable. Quand vous quittez, je regarde le cas par exemple des transhumants qui sont à la mode, qui viennent d'opérer leur transhumance tout récemment. Vous voyez un maître Tchapi, Lavoisier. Il y a quelque temps, il vilipendait Célestin Diamène d'avoir quitté le SDF. Et il lui rappelait que tu es conseiller municipal du SDF. Donc là au MRC où tu es, tu devrais avoir honte de continuer à manger dans le plat du SDF. Le mandat n'est pas terminé. Comme Judas, à peine minuit est arrivé, que Maître Tchapi lui-même a déjà quitté le SDF. Il est déjà dans le MRC, très fier, c'est-à-dire il retrouve un diamant. Et il ne dit pas qu'il est maintenant dans le MRC, mais en continuant à manger. C'est lui qui n'a pas retrouvé N'Djamène, puisque N'Djamène lui est pas. Oui, mais il a retrouvé. C'est-à-dire il a fait la même chose que lui. D'accord. Et c'est ça qui vide la pertinence de son propos lorsqu'il parlait en N'Djamène. Maintenant, il mange dans le plat du SDF, mais en étant dans le MRC. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir avec le bétail et le mouvement naturel des bergers qui, eux, sont à la recherche de la performance. Ils se déplacent pour chercher la performance. D'accord. Les Tchapi et consorts, eux, ils se déplacent pour chercher quelque chose qu'ils ne peuvent pas avouer. D'accord. Parce qu'ils ne sont pas à la recherche de la performance. Tu ne quittes pas le SDF
qui a 185 conseillers municipaux, 4 maires, 5 députés et 1 ou 2 sénateurs pour aller dans un parti qui, lui, n'a rien du tout. La prochaine question pour les autres panélistes. D'abord, le phénomène, vous le sentez, est-il fréquent pour vous? Est-il périodique? Donc, on va essayer d'apprécier la cadence. Mais davantage, est-ce un opportunisme ou de réelle rupture idéologique? Les transhumants se désolidarisent de leurs anciens partis. Est-ce que parce qu'ils sont en rupture idéologique, ils n'ont plus la même analyse, la même perception, la même politique, la même perception des politiques publiques, ou alors, et cette fois je commence avec vous, Arlette, sur la fréquence, mais également sur l'opportunisme ou la rupture? Je dirais beaucoup plus de l'opportunisme. Hein. C'est ça qui sous-tend véritablement le choix de beaucoup d'acteurs politiques actuellement. Et si vous remarquez bien, ces transhumants sont souvent lieu soit en début de mandat, soit juste à la fin du mandat quand il faut faire un bilan. Parce qu'à ce moment-là, il faut dire aux électeurs les raisons pour lesquelles vous avez été élu et vous vous rendez compte que peut-être dans votre circonscription, vous avez des informations comme quoi le vent a changé et vous vous dites que bon, c'est mieux d'aller de l'autre côté en espérant que justement, profitant du vent qui est en train de souffler, vous pourrez bénéficier justement de ces changements-là. Sauf si on décide à la dernière minute de boycotter, mais bon, là, ce sont souvent des exceptions. Mais il y a aussi une vérité à laquelle qu'on ne souligne pas suffisamment, c'est l'ancrage idéologique des acteurs politiques. Pas beaucoup ne connaissent même simplement l'idéologie de leur parti. Parfois, vous les voyez quitter d'une formation politique à une autre formation politique. Ça n'a rien à voir, les idéologies, même on ne sait même pas. Et parfois, vous écoutez dans le discours même de la personne qui a fait ce choix de parti, vous retrouvez les éléments de l'ancienne formation politique dans la nouvelle formation politique et vous êtes complètement perdu. Et c'est peut-être parce qu'effectivement, on a une jeune démocratie, c'est peut-être l'explication la plus légitime qu'on peut donner à cela. Mais la réalité, c'est que les gens ne font pas véritablement la politique pour une véritable transformation. Mais à la longue, ça devient beaucoup plus du cynisme. On veut saisir la première opportunité qui s'offre à vous. Vous voulez absolument être réélu, vous voulez absolument porter, peu importe ce que les autres défendent, peu importe si même l'habit que vous portez, c'est principalement l'habit que vous avez brûlé. Et c'est extrêmement dommage parce que le peuple camerounais qui est encore friand de démocratie, qui est encore en train de découvrir tout cela, est victime justement de ces dysfonctionnements-là et le perçoit comme de la trahison. C'est ce sentiment beaucoup plus. Il y a un sentiment de trahison. Maintenant, je ne ferai pas le procès seulement des acteurs politiques de l'opposition, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie le contexte dans lequel, par exemple, les partis d'opposition font de la politique. C'est beaucoup de menaces, c'est beaucoup d'attaques, c'est beaucoup de difficultés qui ne favorisent pas justement le mieux-être. Et naturellement, on peut avoir tendance à se dire que vaudrait mieux éviter de perdre le peu qu'on a déjà acquis. C'est la différence peut-être avec une formation politique comme le RDPC qui bénéficie justement de tous les avantages liés. Mais même chez eux, on remarque qu'il y a il y a toujours ce phénomène-là. Il y a beaucoup de personnes qui s'en vont. Lorsqu'en 92, il y a eu cette scission-là, une bonne partie venait du RDPC. C'est parce qu'ils avaient une ambition de réforme, il y avait une ambition profonde qu'il fallait refonder la façon même dont la politique se faisait, la façon même que l'État était pensé. Et beaucoup ont fait ce choix de parti. Et même aujourd'hui encore, vous regardez, il y a encore des acteurs politiques qui décident de faire ce choix. Ils ne sont pas nombreux. Certes, peut-être qu'ils font moins de bruit, peut-être que ça attire moins l'attention, mais la réalité, c'est qu'ils sont bien évidemment là. Et malheureusement, le cynisme qui a pris le pas fait en sorte que les gens préfèrent rester, même s'ils ne sont pas à l'aise, même s'ils ne se sentent pas vraiment chez eux, même s'ils ne comprennent pas, même s'ils ne sont pas d'accord
avec ce qu'ils font, parce que que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit certaines formations politiques, vous voyez que les gens même ne comprennent pas leur propre idéologie au sein de leur formation. Or, c'est le socle sur lequel, en fait, on fonde son action politique. C'est de savoir si les valeurs qui sont partagées au sein de la formation politique, la vision que l'on se fait de son pays, la vision que l'on veut implémenter répond à ses aspirations personnelles. Et quand vous n'avez pas, profondément réfléchi, et vous allez peut-être d'embrayer un peu sur le deuxième chemin, parce que la jeunesse souvent est celle qui claque souvent le plus rapidement la porte, parce qu'on estime que c'est souvent elle, sous le coup des précipitations, qui fait preuve d'impatience. Mais on se rend compte que non, ce n'est pas seulement elle. Ça s'excuse encore de se dire oui, le jeune a fait une erreur, il est allé de formation politique en formation politique. Mais quand on a des acteurs politiques qui ont une certaine expérience, ça tombe sous le sens. Et ça tombe vraiment sous le sens, mais malheureusement le cynisme prend le pas, l'opportunisme prend le pas, et on viendra toujours essayer de faire un habillage idéologique, on essaie de faire des habillages, mais la vérité c'est qu'au fond, il n'y a pas vraiment quelque chose de sérieux qui est construit. Serge, transhumance, fréquence, rupture idéologique, pour savoir s'il y a un fondement, comme je l'ai dit, idéologique ou simplement de l'opportunisme, si le phénomène est périodique, s'il est récurrent. Arlette tout à l'heure l'a circonscrit en des périodes précises, avant ou juste après mandat ou après élection. Vous, quelle est l'appréhension, la lecture que vous en faites? Ok, je fais une lecture à deux niveaux. D'accord. D'abord au niveau de l'opportunisme, et ensuite au niveau du cynisme. Et là, je vais rejoindre Madame Dior, parce que c'est le même terme que j'avais dans mon esprit. Parce que vous ne pouvez pas imaginer que vous avez une conviction idéologique, et comme M. Elie Bilobé disait tout à l'heure, vous naviguez à vue. Ça veut dire que vous n'avez pas de conviction. Vous prenez la direction du vent. Donc vous êtes quelqu'un de irrésolu, qui n'a pas justement de personnalité. Et ça peut donc se manifester par des faits. Et je vais en citer quelques-uns qui confirment donc justement le fait que nous sommes dans une manipulation de l'opinion, qui frôle même la moquerie des Camerounais. Et il faut que ce genre de comportement s'arrête, parce que les Camerounais méritent du respect et méritent de la considération. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes convaincu de quelque chose, mais la minute d'après, dire le contraire. Lorsque vous choisissez, par exemple, de ne pas participer à une échéance électorale, et que vous invitez les Camerounais à justement vous priver, je vous l'ai dit, priver les Camerounais à jouir de leur droit civique fondamental, qui est le vote, en appelant donc au boycott d'une élection présidentielle, et qu'après vous dites aux gens non, il faut aller vous inscrire sur les listes électorales, parce que justement votre voix compte, le pouvoir vous appartient, votre destin est à votre portée. Ça pose un problème de cohérence. Ça pose un problème de cohérence. Vous ne pouvez pas dire que vous avez mesuré en politique que la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Elle n'a jamais payé. On a des précédents en la matière. Le SDF nous en sait quelque chose. Et vous êtes le premier à utiliser la même carte pour traduire, n'est-ce pas, par la suite, et comme on peut l'observer aujourd'hui, une volonté et une nécessité de participer à une élection à tout prix, alors même que vous avez tiré les leçons de votre boycott en considérant que ce boycott vous privait d'une élection à venir. Mais aujourd'hui, alors que rien n'a changé entre-temps, alors qu'il n'y a pas eu une mutation fondamentale qui s'est opérée entre-temps, vous laissez quand même croire que
avec la même famille politique, vous pouvez concourir à l'élection présidentielle et vous débouchez maintenant sur le cynisme. Et le cynisme se matérialise comment? Il se matérialise par le fait que vous voulez laisser croire à l'opinion publique que lorsque un élu d'une famille politique vous rejoint, il devient votre élu. C'est de la malhonnêteté politique, monsieur Dipita. C'est du cynisme politique de laisser croire ça. C'est votre position. Oui, parce qu'en réalité, et je veux prendre le domaine du football que nous connaissons tous, quand Samuel Eto'o gagne la Champions League en 2009 avec le Barça, il est champion d'Europe. Je dois d'ailleurs préciser qu'il gagne 3 trophées la même année. Vous vous souvenez, il y avait la Champions League, il y avait le championnat d'Espagne et je crois aussi la Coupe du Roi. Voilà. Et que l'année d'après, il dépose ses valises à l'Inter de Milan. Vous allez nous dire que l'Inter de Milan devient champion d'Europe? Non, on va dire que Eto'o va parce que Samuel Eto'o est désormais dans l'Inter de Milan. L'Inter de Milan devient vainqueur de la Coupe du Roi. Non, on va dire que Samuel Eto'o garde son titre de vainqueur. Il garde son titre de vainqueur. Il ne confère pas cette victoire-là à l'Inter de Milan. Il a fallu que l'Inter de Milan, avec le même Samuel Eto'o, gagne sa Ligue des champions à elle. Pour que Samuel Eto'o devienne également champion avec l'Inter de Milan. Et l'Inter de Milan ayant donc son titre, pas le titre obtenu à partir du champion d'un autre club. Donc je prends cette image parce que les Camerounais sont des fans du football pour montrer à quel degré de cynisme politique on peut pouvoir arriver et pouvoir le défendre alors même qu'on est un professeur de droit. C'est inacceptable. Il faut que cette moquerie, n'est-ce pas, et cette manipulation dans le paysage politique camerounais s'arrête parce que le Cameroun mérite mieux, Monsieur Dipita. Amadou, pardon. Sur la même question, l'opportunisme, la rupture idéologique et la fréquence. Vous, quelle est l'approche? Bon, à ce qui est décrit, je pense que, ou alors ce qui est vécu actuellement dans notre environnement politique, l'on croirait beaucoup plus à de l'opportunisme politique qui s'opère d'ailleurs dans tous les camps, parce qu'à écouter le copanéliste du RDPC, on a comme impression que cette transhumance ou alors cet opportunisme ne s'opère que du côté de l'opposition. Nous pensons que tout comme elle s'opère du côté de l'opposition, elle est également fréquente au sein même du parti au pouvoir et nous avons des cas à illustrer comme des exemples. Nous avons au sein même du RDPC des conseillers municipaux qui peut-être pour des raisons d'investiture ou des blocus au sein même de leur parti claquent les portes pour rejoindre d'autres partis. On en a rencontré à plusieurs reprises dans le Septentrion des personnes qui claquent la porte du RDPC pour rejoindre un parti peut-être allié ou un autre parti et être réélu comme conseiller municipal ou autre. Donc ce phénomène est visible de tous les côtés de la sphère politique, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir. Mais cela nous amène à nous interroger même sur les vraies raisons pour lesquelles nos acteurs politiques même s'engagent dans cette politique-là. Est-ce qu'on s'engage en politique pour des calculs personnels? Est-ce qu'on s'engage en politique pour soi-même? Parce qu'on a comme l'impression que lorsque ce phénomène est observé, comme l'a dit Mme Arlette, beaucoup plus à l'approche d'une échéance électorale pour pouvoir assouvir la volonté d'un parti à se conformer peut-être à une loi, se conformer à une exigence quelconque qui doit être remplie avant qu'il ne puisse participer à une échéance électorale. Je prends par exemple le premier cas. Un parti par exemple qui est obligé d'avoir des élus doit à tout prix faire une rupture avec son idéologie ancienne qui était celle de ne pas aller à une élection, de boycotter l'élection, mais de tout faire donc pour avoir un élu. On se rend donc compte que
l'idéologie à la base qui était celle de boycotter les élections avec toutes les raisons qui les accompagnaient, n'était pas en réalité sérieuse, parlant donc de cette idéologie. Maintenant, de l'autre côté, on a comme impression qu'il s'agit d'un marché, d'un deal avec ces élus qui, j'ai envie de dire, signent un contrat avec les partis politiques du genre. Bon, moi je rejoins ton parti pour qu'il puisse être éligible, entre guillemets, et peut-être après, tu puisses m'investir dans une circonscription politique. On a donc comme impression qu'on participe à une sorte de marchandage au sein même de l'activité politique. On a comme impression que les électeurs sont dupés parce que ceux sur qui ils ont espoir se basent beaucoup plus sur les calculs personnels. Ceux sur qui ils ont mis entre leurs mains l'avenir et même leur vie ne pensent qu'à leur positionnement. Nous voyons par exemple, je prends l'exemple d'un député ou d'un maire qui dit par exemple que je vais rejoindre ton parti, mais à condition que tu m'investisses comme maire afin que je sois toujours maintenu à la tête de la commune. Ça a été dit, c'est un deal... C'est des deals qui ont été observés et qui ont été même à la base des fractures qu'on a pu observer à l'époque ou maintenant ? À l'époque, bien entendu. D'accord. Bien entendu, à l'époque. Et ce qui est en train d'être vu à présent, par exemple, parlant de l'actualité politique, n'est pas loin de ce qui vient d'être décrit. Alors, nous pensons donc, pour vous pensez qu'il y a un marchandage ? Qu'il s'agit donc d'un marchandage, qu'il s'agit donc des raisons alimentaires de quelques individus qui ont une conception de la politique différente de celle qui devrait être plutôt enseignée au peuple camerounais. La politique doit aussi avoir de l'éthique, c'est ce que moi je pense. La politique doit aussi obéir à une certaine idéologie. Et c'est la raison pour laquelle nous avons comme impression que lorsque vous êtes investi, ça devient comme le business. Vous êtes obligé... Vous êtes obligé de tout faire pour peut-être aller dans le sens de la corruption et autres pour vous maintenir, batailler à l'intérieur, mais ne pas batailler même pour maintenir l'idéologie du parti. Nous constatons même que ceux qui quittent de leur parti politique pour aller ailleurs, comme l'a dit le parent ici présent, M. Elim Bilobé, que le parti qu'ils quittent n'a pas changé d'idéologie, et le parti vers lequel il va a peut-être même la même idéologie, pour ne pas dire une idéologie plutôt inférieure, parlant de la qualité, que de celle où il est quitté. On se demande donc quel genre d'homme politique est-ce que nous avons. Et ça a un impact sur l'électorat qui considère qu'ils sont trahis. Ça a un impact sur les résultats, sur la participation électorale, parce que moi je crois que c'est ce qui a un incident même sur le taux d'abstention. Ce phénomène a un incident donc sur le taux d'abstention que nous observons lors des élections, parce que les électeurs pensent que cette affaire, c'est l'affaire des autres. Ils cherchent leur part, c'est la mangeoire, et ainsi de suite. On oublie même le sens vrai de la politique. Vous avez anticipé sur la prochaine question, elle va sortir par là, vous allez commencer ce tour-ci, la prise de parole. Sur l'impact, est-ce que les électeurs, l'opinion qui observe cela, font-ils encore véritablement, sincèrement confiance à vous les hommes politiques ? Et puis, est-ce que cette perception-là, ou alors ces transhumances, ces phénomènes ont une incidence négative entre les acteurs eux-mêmes, ces leaders qui se parlent, ceux qui perdent des militants transhumants, ceux qui reçoivent les militants transhumants. On voit des tentatives de coalition qui veulent se faire, par exemple, en ce moment. Est-ce que tout cela ne disperse pas davantage l'opinion des acteurs, la dynamique politique des acteurs qui se passent comme ça des militants? Naturellement, ça a un impact négatif, ça démobilise, ça décourage et ça disperse. Je dois préciser quand même que notre famille politique et notre leader politique, le président national, son Excellence Paul Biya,
mérite encore la confiance jusqu'aux prochaines consultations électorales. Ceux à qui il faut questionner, jusqu'en octobre prochain. Ceux vers qui il faut questionner la confiance du peuple camerounais ou de l'électorat camerounais, c'est les autres adversaires politiques. Parce que lorsqu'on retrace les différentes consultations électorales, le RDPC arrive vainqueur. Ça veut dire qu'il y a une confiance qui lui est accordée par le peuple camerounais. Sauf si ça change en octobre prochain et dans les prochaines échéances électorales, régionales, municipales et législatives. Quand vous voyez par exemple le leader de Madame Diop, lui-même c'est un autre grand partisan de la transhumance politique, parce qu'on n'a pas compris le passage rapide entre l'univers et le PCRN, alors que pour un coup d'essai avec le parti Univers en 2018, on peut considérer que ça a été un coup de maître. Il était candidat de l'Univers. Est-ce qu'il était militant d'Univers? Il était candidat de l'Univers. Il n'a jamais été militant d'Univers. Mais vous ne pouvez pas être candidat d'une famille politique dont vous ne partagez pas l'idéologie. Vous voulez vraiment faire les Non. Ils peuvent avoir une idée, ils peuvent partager la même idéologie, mais sans forcément être dans le parti. Voilà. L'autre exemple présent, c'est Akeremouna, qui n'est pas forcément du parti Univers, mais dont le parti a manifesté l'envie, le besoin de le porter candidat à la prochaine élection. Oui, mais c'est toujours là une certaine facilité, un raccourci politique, parce que justement, rien n'empêche à M. Liby, rien ne lui empêchait de mettre en place sa propre machine politique. Mais voilà. Qu'il a empêché de créer son parti politique. Permettez-moi de continuer. Donc vous ne pouvez pas dire des choses dont vous n'avez pas la maîtrise. Voilà. Donc il est allé encore vers le parti politique d'un autre, n'est-ce pas? Et on voit bien les conséquences aujourd'hui, parce que derrière cette transhumance négative, comme l'a rappelé M. Elibi Lobet, parce que justement, ceux qui ont quitté le RDPC, ils sont des cas isolés, des cas marginaux, mais ceux qui l'ont fait, ils n'ont pas respecté le principe naturel de la transhumance, qui veulent qu'on aille vers quelque chose de meilleur. Parce que notre famille politique, présentement, a le meilleur confort en termes de représentativité. Donc, logiquement, c'est les autres qui devraient venir vers nous pour aspirer à un mieux-être politique. Mais ceux qui font le contraire sont justement dans la logique, n'est-ce pas, de ceux qui les ressemblent. Parce que vous allez observer qu'ils ont rejoint l'un des leaders de l'opposition les plus incohérents de l'histoire de notre pays, parce qu'eux-mêmes sont incohérents. Quand vous avez des leaders qui ne croient même pas en ce qu'ils font, parce qu'il y aurait eu, d'après ce qui s'est dit ces derniers temps dans notre paysage politique, des accords entre un leader de l'opposition et un ancien ministre de la République pour que, une fois cet ancien ministre aux affaires à la présidence de la République, lui, il hériterait de la primature. Donc, vous voyez à quelle l'ambition d'un leader de l'opposition qui nous dit qu'il veut être président, alors qu'en réalité, son objectif, c'est la primature, si ces éléments sont avérés. Donc, on voit bien que, et là encore, c'était toujours de l'opportunisme. Tout comme on ne peut pas entrer dans un gouvernement dont on n'a pas la conviction idéologique et dire qu'on va servir ce gouvernement si on n'est pas un opportuniste. Et claquer la porte quelques temps plus tard, quand on a eu l'information qu'on ne serait plus reconduit dans ce même gouvernement-là, et créer un parti politique tout azimut. Vous comprenez donc que ce n'est pas du sérieux. En France, est-ce que Bayrou et Macron ont la même idéologie? Oui, sauf qu'en France... Ne prendre que ce cas-là. Ils n'ont pas la même idéologie, mais derrière, il y a un esprit patriotique. Ils sont centristes tous les deux. Macron, centriste? Oui, c'est quoi même centriste? Je vous laisse poursuivre. Voilà. Voilà. Donc, en réalité, en France, Monsieur Dipita, on a là-bas un sens patriotique très élevé. Très élevé, qui fait en sorte que lorsque on se rend d'ailleurs compte, je vais vous le dire, que la France est mieux portée en situation de cohabitation. Lorsqu'on a eu soit un président de gauche et un premier ministre de droite, comme ça a été le cas avec François Mitterrand et Jacques Chirac, ou alors un président de droite et un premier ministre de gauche, comme ça a été le cas avec Jacques Chirac et Lionel Jospin, parce que c'est l'intérêt de la France qui est mis en avant. Et là-bas, on considère que quel qu'en soit l'endroit où on se trouve, on sert son pays. On ne sert pas simplement son pays lorsqu'on est président de la République.
Non. On sert son pays dans la fonction où on se trouve, on y met toute son énergie parce que c'est la patrie d'abord. Et quand vous regardez notre configuration à nous, ce n'est pas le cas. La logique, c'est se servir et non servir le peuple. Logique du RDPC ou bien vous le lisez ailleurs? Non, nous le disons au niveau de nos adversaires politiques. Je pense que c'est la transhumance. Nous, on ne connaît pas la transhumance. C'est une question de la transhumance. Ça vous ressemble tellement que... Voilà. Maintenant, on se demande comment ça sort de votre bouche. Dans le cas des cas avérés qui ont été reconnus au sein de notre famille politique, vous savez que des sanctions ont suivi. Des sanctions ont suivi. Ce n'est pas parce que nous, on ne pleure pas nos camarades politiques embastillés chaque jour sur les plateaux comme certains le font, que nous n'avons pas mal. Nous avons bien mal. Ça nous fait mal de savoir que nous avons des militants, n'est-ce pas, engagés, qui continuent d'ailleurs à l'être, n'est-ce pas, dans la situation où ils se trouvent. Mais on ne clame pas, on ne sommes pas des pleurnichards. On estime que vous avez mal qu'ils ont volé ou bien vous avez mal qu'on les a arrêtés? On est mal des deux. Ah, ok. Des deux, d'accord? Parce que lorsqu'ils volent, ça ne fait pas que mal au RDPC, ça fait mal à toute la République. Mais lorsqu'on les arrête aussi, ça vous fait mal. Nous en supportons tous les conséquences. Okay. Vous comprenez? Abel Elimbi-Lobert, sur l'impact, d'abord sur les électeurs, mais également entre vous, les acteurs politiques. Je veux dire que deux leaders, par exemple, celui qui perd le militant et celui qui le reçoit, ont-ils encore la même dynamique qui c'est peut-être de sympathie au quotidien? Vous êtes dans des coalitions où on retrouve d'ailleurs ces leaders-là. Pour le cas d'espèce, je crois que le SIF et le MRC, pour prendre ce cas-là, sont dans une coalition avec le PCRN, l'UDC, tout au moins pour la relecture du système ou du code électoral. Ils auront eu des échanges. Quel est l'impact que peut avoir ces transhumances, d'abord sur les électeurs, mais également sur vous, les hommes politiques? Alors, il ne faut pas utiliser le mot coalition pour tout. Dès que deux personnes s'asseyent pour lire un livre ensemble et le critiquer, vous dites qu'il y a une coalition. Cette façon de parler fait en sorte que la notion de coalition est galvaudée. La coalition, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. On travaille ensemble, on partage un destin, on met les moyens ensemble et on vise un objectif commun. La coalition n'est pas une séance de travail en commun. Les partis peuvent faire des séances de travail en commun pour des tas de raisons. Comment vous définissez ça? Sans pour autant être des coalitions. Par contre, dans ce que vous posez comme problème, je dois vous répondre. Ces comportements font extrêmement mal à la classe politique camerounaise d'une manière générale. C'est des comportements extrêmement pervers qui font en sorte que, premièrement, l'idée qui se répand dans la société, c'est que la politique, c'est on fait n'importe quoi. C'est cette idée qui se répand. D'ailleurs, vous voyez sur les plateaux ici des tas d'acteurs politiques qui, pour montrer qu'ils sont, je ne sais pas s'ils sont trop forts et tout ça, il y a des thèmes. La politique, c'est le rapport de force. La politique, c'est... Ils ne disent pas que la politique, c'est une exigence morale. Ils diffusent dans la société l'idée qu'on peut tout faire en politique. Tous les comportements sont permis. Non. C'est parce que nous distillons dans la politique l'idée que tous les comportements sont permis qu'elle rebute. Quand vous voyez le taux d'abstention, 3 700 000 abstentions aux élections présidentielles de 2018. Ça ne dérange personne. 10% de la population nationale est près de... Les gens sont inscrits. 30% du Les gens se lèvent. Ils s'en vont s'inscrire dans les listes électorales. Ils sont 7 millions. Et 3 700 000 disent que nous, on ne vient pas voter. Ça ne dérange personne. Quand j'écoute là, on est en train d'aller aux élections, j'écoute les débats. Personne ne se plaint de l'abstention. Mais si, le RDPC s'en plaint. Ah, peut-être. C'est même notre véritable adversaire là-bas. Peut-être. Tant mieux si vous savez cela. C'est le vrai adversaire. Si ça peut vous inspirer d'avoir de bons comportements pour que la confiance revienne. Donc, nous sommes en face des comportements pervers.
qui montre que la morale ne gouverne pas nos comportements. Jean-Jacques Kindi a quitté le RDPC. Parce que le RDPC, je suppose, était mauvais. Si on continue l'analyse, on finira par se demander quelles sont les raisons qui l'ont amené à quitter. Le RDPC était-il idéologiquement mauvais? Il a d'abord été dans le RDPC. Est-ce que le RDPC n'a pas changé d'idéologie? Il est un parti de droite. Quand Jean-Jacques Kindi est dedans, il est dedans parce que intimement, intrinsèquement, il est un homme de gauche. Mais il se trouve dans le RDPC qui est un parti de droite. Intellectuellement, il y a un problème. Quand il décide donc de quitter, il fait 20 ans à combattre le RDPC. Puis un matin, il décide de repartir. Le RDPC n'a pas changé. Son président n'a pas changé. Ses mœurs n'ont pas changé. Peut-il nous faire croire que son retour au RDPC est motivé par la découverte que le RDPC est devenu bien? Il n'a pas changé. Le problème est dans Jean-Jacques Kindi. Il n'est ni dans le RDPC, ni dans le code électoral, ni dans ci ou dans ça. Il est dans lui. Et ça fait désordre. Quand M. Maurice Kamto sert le RDPC et tout le régime pendant des années durant, il est doyen parce que, je l'ai déjà dit, on ne vous nomme pas doyen si vous êtes un opposant. Maurice Kamto n'a jamais été au RDPC. Je n'ai pas dit qu'il était au RDPC, j'ai parlé du régime. D'accord. Il a servi le RDPC. On peut servir le RDPC sans être dans le RDPC. Servir le RDPC, c'est servir sa politique. C'est servir son gouvernement. C'est être avec son gouvernement. Rien ne change, hein? Les prétentions des gens à nous faire lire les textes autrement que ce qu'ils ne disent relèvent tout simplement de la vanité. Tout le monde sait ce que c'est que être dans le régime. Et quand on était dans le régime, il a servi le régime. Il ne s'en plaignait pas. Il décide de partir. Quand il parle, c'est parce que il a découvert quoi? Il a découvert que le régime est mauvais? Ou bien c'est parce qu'il n'a plus ses intérêts dans le régime? Parce qu'il y a une chose de ne plus avoir des intérêts personnels. Il y a une autre de découvrir que le régime est mauvais. Mais si tu nous dis que tu découvres que le régime est mauvais, on va dire que tu n'as pas raison parce que le régime n'a pas changé. C'est toi qui as changé. C'est toi qui vois la même bouteille, tu vois qu'elle était transparente et maintenant tu vois qu'elle est opaque. Mais elle n'a pas changé. C'est donc toi. C'est soit ta vue qui est malade, soit toi tu as des troubles psychologiques, soit tu as des problèmes de toutes sortes. Mais la réalité dont tu parles, elle n'a pas changé. Donc, il y a un problème. Il y a un problème quand Djamène quitte un parti, le SDF, qui a une certaine solidité et qui a un courant idéologique. Le SDF est devenu fédéraliste. Hein? John Fundi l'a rendu fédéraliste par un micmac. Parce que dans les tests fondateurs du SDF, rien n'a changé. Il n'y a pas là-dedans que le SDF est fédéraliste. C'est en 2011 que dans la profession de foi, eh bien, le président Fundi bascule en croyant qu'il peut gagner quelque chose en changeant le SDF en disant qu'il est fédéraliste. Tout le monde se met à dire que le SDF est fédéraliste, sauf les gens comme nous. Mais tous ceux qui disaient que le SDF est fédéraliste, y compris Tchapi, Lavoisier, il est maintenant dans le MRC. C'est toujours le fédéralisme qui part chercher là-bas. Vous avez des problèmes avec vos anciens camarades. Non, mais je ne comprends pas. Ce sont des faits. Je n'ai pas de problème. J'examine le comportement des gens. Je suis dépassé. Oui, je parle même de moi-même. Voilà. Ah, ok. Quand je quitte le SDF, ce n'est pas pour son idéologie.
C'est pour la gestion. La mauvaise gestion. Accordez aussi. Ce prétexte. C'est sur ton plateau. Attends, c'est sur ton plateau que j'annonce ma démission du SDF. Et depuis que je suis parti, j'ai ajouté autre chose. Accordez aussi ce prétexte à ceux qui partent après vous. Non, je n'ai pas à leur accorder. Ils ont à nous expliquer. On leur accorde quoi? Ils nous expliquent. S'ils nous disent, ils expliquent bien, on comprend. On est d'accord avec eux. S'ils nous expliquent de façon lapidaire et qu'on ne comprenne pas, on aura nos opinions sur eux. Vous savez que Maître Tsapi, ces dernières années au sein du SDF, n'était plus en odeur de sainteté, sur un certain nombre de griefs. Donc quand vous n'êtes plus en odeur de sainteté, vous partez dans le parti qui a une idéologie autre. Vous partez tout au moins. Oui, vous pouvez partir. Dans une émission que j'ai faite, j'ai dit, quand vous avez été dans un régime, comme les Kamto ont été dans le régime, si demain, il arrive que vous ne vous entendez plus et que vous décidez de partir, vous avez raison de partir. Vous pouvez expliquer aux gens et on comprend que vous soyez parti. Mais vous vous taisez. Parce que tout ce que vous allez dire, en termes de le parti est mauvais, le président bien fait ci, le président bien fait ça, nous allons vous demander, mais c'est maintenant que vous voyez qu'il est comme ça. Il est toujours comme ça. Tout ce qu'on dit là, tous ceux qui sont partis du RDPC, ils ont découvert quoi dans le président Bia? Ils ont découvert quoi dans le fonctionnement du RDPC? Rien. Idéologiquement, ils n'ont rien apporté. Quand Tchapi quitte le fédéralisme dans le SDF, pour aller dans le MRC qui ne parle, on ne sait même pas quelle forme de l'État lui veut. Quelle est la pertinence de ce comportement? Quand Djamène quitte le SDF qui est fédéraliste pour entrer dans le MRC, il y a quoi? Idéologiquement parlant, rien. C'est en cela que la transhumance là pose un problème. Vous quittez une situation, les bêtes partent de là où c'est devenu mauvais pour aller là où c'est bon. Mais vous partez de là pour aller ailleurs et vous n'avez pas de raison d'y aller objectivement parce que vous avez fait vos classes dans la social-démocratie, vous êtes fédéraliste et puis un jour vous vous levez, vous allez maintenant dans le centre droit ou centre gauche, on ne sait même pas très bien que ce sont ces partis. Donc il y a là-dedans la fin de ce comportement, c'est que les observateurs que sont les électeurs ne vous comprennent plus. Plus ils ne vous comprennent pas, moins ils vous suivront. Et ce sont les résultats qui nous le montrent. Vous connaissez combien de personnes ont quitté un parti qui était solide, sont partis dans un parti qui n'est pas solide et ont fait des bonnes performances là-bas. Vous connaissez combien? Il n'y en a pas beaucoup. On peut citer quelques rares cas dans l'échiquier politique, comme Sob Lazare, qui est parti du SDF et qui est allé au MRC et qui cette année-là a encore gagné une position de député. Mais ça rejoint ce que les jeunes disaient. Tout ça sans la poursuite des intérêts du moment. Tout ça donne l'impression que on va selon la direction du vent. Dès qu'on a l'impression que le MRC est en train d'être populaire, on s'en va. Tous ceux qui sont en train de partir là, qui sont en train de partir du SDF, qui sont-ils? C'est ceux qui ont ruiné le SDF à l'ouest. Comment ça? C'est eux qui ont fait en sorte que sur 40 communes, en 97, le SDF gagne 70 communes au Cameroun. Et dans les 70 communes-là, il y avait près d'une quinzaine à l'ouest sur 40. C'est entre les mains de ces gens-là que le SDF est tombé à une commune, celle de Bafoussam Premier. Là où Tchapi est et là où il est en train de partir. Donc, au
au caractère insensé du comportement s'ajoute une autre dimension, celle de la trahison. C'est-à-dire que trahison, pourquoi? Trahison parce que ton adhésion au parti marche avec l'idée que tu vas apporter la contribution au progrès. D'accord. Tu n'apportes pas la contribution au progrès, le parti échoue entre tes mains. Nietzsche, qui est l'un des organisateurs de ce désordre qu'il y a dans l'opposition. Si vous le loupez, c'est que ce n'était pas vous. Nietzsche, quand Nietzsche est dans le SDF, cherche à être président régional. Parce que le SDF avec Ndiakwa, premier président régional, c'est le SDF au littoral, 34 communes, qui a plus d'une vingtaine de communes dans son escarcelle. Plus d'une dizaine. C'est avec Nietzsche qu'on est arrivé à une commune. Dans tout le littoral, je crois, une ou deux. Loum et Montbon. C'est entre les mains de Nietzsche. Que le SDF est mort dans toute la Sanaga maritime. Il est mort dans tout le camp. Il est mort dans tout le Vouri. Pour ne rester que quelque part dans... Quand vous prenez donc ces profils, vous vous posez même la question de savoir les partis qui veulent les héberger maintenant. En réalité, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Qu'est-ce que ces gens apportent? Qu'est-ce qu'ils apportent? Qu'est-ce qu'ils apportent? Ils sont donc, je n'ai pas terminé, c'est très important cette histoire-là. Wow. Ils sont donc de la catégorie des gens qui n'apportent rien au parti, mais qui en reçoivent. Ils sont dans l'idée que c'est le parti qui gagne. C'est-à-dire que si je prends l'étiquette du SDF du moment où le SDF était populaire, même si on prenait une chèvre, on mettait sur le cou de la chèvre une banquette SDF, les gens votaient. Vous pouvez m'expliquer comment le secrétaire général du SDF, Somelou, dans le Bamboutos, il est secrétaire général, il perd toutes les élections. Il perd les élections législatives, il perd les élections municipales, il perd tout. Tu es secrétaire général d'un parti. Dans ta propre circonscription, tu ne gagnes rien. Si ce monsieur se retrouve dans le MRC demain, il y a des gens dans le MRC qui vont croire dans leur intime conviction que ce monsieur va leur apporter quelque chose. Donc vous voyez que les motifs de la transhumance, et vous verrez, ne seront jamais révélés. On va vous balancer des histoires du genre, je ne sais pas, le parti est mort ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent là. Mais ils ne vous diront pas qu'est-ce qu'ils veulent apporter ici, parce que c'est occulte. Et si c'est occulte, c'est parce que c'est malsain, c'est moralement insupportable. Je leur ai gardé tous un morceau choisi. Heureusement, quand ça arrive, c'est que c'est la fin de la prise de parole. Je leur ai gardé un morceau choisi, mais ce morceau choisi s'adresse beaucoup plus aux électeurs. On veut que les électeurs nous suivent dans nos désordres. Hein? Et qui veut que les électeurs le suivent. Un coup, il était dans le RDPC, très populaire, il quitte. Mouvement populaire. Il est très populaire, je ne sais pas beaucoup, il quitte. Il rentre dans le RDPC. Mouvement progressiste. Progressiste. Et il veut que les électeurs le suivent. Mais la Bible dit que, hein, Paul dit aux Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens 3:6, nous vous ordonnons de vous éloigner de tout frère qui marche de manière désordonnée. Donc les désordonnés. Parce que la transhumance du bétail relève d'une aspiration de l'ordre naturel. D'accord, bien, c'est compris. Mais la transhumance des hommes politiques relève de quelque chose d'occulte qu'ils n'arrivent pas à avouer. D'accord. Alors... Et la Bible nous dit, nous électeurs, éloignez-vous de tout frère qui marche de manière désordonnée. C'est compris, Abel. Tu étais le ministre de Paul Biya hier. Avec Amadou, tu dis que Paul Biya, je termine, tu dis que Paul Biya est un homme d'État. Donc il est bon. Il est un bon administrateur du pays. Et puis, tu veux maintenant prendre la parole pour nous expliquer que Paul Biya
un des collaborateurs de Kamto qu'on appelle Zonga. Il dit que Paul Biya est un démon incarné. Quelqu'un qui a travaillé avec Paul Biya pendant plus de 20 ans. Que Paul Biya a pris, il a mis au Parlement. Que va nous défendre au Parlement. Il a fait ça sur 2 mandats, si je ne me trompe pas. Il revient, il prend la parole devant nous pour qu'on le suive. Et il nous dit que Paul Biya est un démon incarné. Mais il n'a pas fait que ça. En s'associant avec Kamto, il nous dit que c'est lui qui a organisé la fraude électorale. Pour que le SIF ne passe pas. Un homme comme ça, conseiller spécial. Si je dis écartez-le, Anissé Ekane, ça va le reprendre pour qu'il vienne s'asseoir avec Cabral Libé, qui vienne s'asseoir avec Joshua aussi, qui est leur victime, sous le prétexte qu'on veut faire une coalition. Donc dans votre coalition-là, vous prenez Dieu et le diable, vous les mettez dans la même table. La Bible dit que tu ne peux pas manger à la fois dans la table de Dieu et dans la table des démons. Et la Bible ajoute... On peut servir Dieu et Maman. Et la Bible ajoute... C'est Paul qui parle aux Corinthiens. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Ne formez pas d'attelage disparate. D'accord, merci Abel. Et il dit en effet... Quel rapport il y a entre la lumière et l'obscurité? Aucun. Quel rapport il y a entre Cabral Libby Albert Zonga. Et Zonga? Rien. Zonga est un organisateur de la fraude électorale qui marche avec Kamto. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai. Qui tu es? C'est ce que nous avons dit ici, non? Et quelqu'un qui pense pouvoir servir la cause de l'opposition. Prends Zonga. Nietzsche et Kamto, un tandem de malfaiteurs politiques. Non, sans retire. On va venir les mettre avec Kamto, avec comment il s'appelle? Vous n'avez plus la parole. Le victime. Vous n'avez plus la parole. On va venir faire asseoir là-dedans à Keremouna, qui n'a pas vos éléments politiques. Donc vous voyez juste cette culture. Votre illustration de a été la comprise. Liberté de faire n'importe quoi en politique. Et c'est ça qui motive les transhumants. Merci Abel. Eh bien, vous voyez quel type de létalité. Amadou, doit-on légiférer sur la question de la transhumance? Et puis Aled répondra et les 2 autres en vraiment quelques minutes, très bref, parce qu'à 22h30, on va essayer de peut-être survoler le 2e thème puisqu'on n'aura plus beaucoup de temps. Oui, permettez-moi en quelques secondes de faire remarquer qu'à travers les propos de M. Elimbi Lobé, nous lisons plutôt un encouragement même à cette transhumance, en ce sens que dans ces illustrations, à travers des individus, il nous confirme que le résultat électoral est le fruit de la compétence d'un individu, à travers les exemples qu'il a pu donner d'un secrétaire général du parti qui a perdu les élections. Alors, je crois que c'est cette appréhension qui fait en sorte que les gens se prennent plus importants, les personnes se prennent plus importantes que l'idéologie même du parti et se permettent donc de se prendre comme des messies dans leur parti politique et se livrent donc à des je l'ai dit tout à l'heure, à des business politiques. Nous devons donc beaucoup plus nous atteler ou alors amener les partis politiques à se forger une personnalité, des idéologies qui vont amener les électeurs et non plutôt à avoir des personnes messies au sein de leur parti. Maintenant, pour revenir à la légifération, je suis de ceux qui pensent que cette affaire doit cesser. Et pour que cette transhumance, que je considère comme des besoins alimentaires de certains hommes, cesse, il faut qu'on légifère également dans la loi. D'accord. Ce que je propose donc, par exemple, on peut interdire à tout élu d'un parti politique de migrer vers un autre parti politique avant la fin de son mandat, par exemple. D'accord. Ça, c'est une disposition qui peut être j'ai compris. Allez, on gère le temps maintenant. Allez, doit-on légiférer? On ne peut pas légiférer en interdisant la liberté, la première chose, la liberté d'association, la liberté surtout d'adhésion.
il faut faire très attention parce qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un qui veut adhérer à une formation politique d'y adhérer en fait. C'est parce que c'est la conséquence directe que cela entraînera. Mais je crois plutôt il est plutôt question de codifier aujourd'hui les rapports éthiques qui existent dans la politique parce que nous avons cette façon de fonctionner où les valeurs ne priment pas sur l'essence morale en réalité. Vous voyez un pays comme l'Angleterre, il n'y a pas de constitution écrite, mais les hommes politiques connaissent les valeurs. On ne leur a pas... C'est pas écrit, ce ne sont pas des notions écrites, mais c'est une éducation qui est reçue où l'homme qui se lance en politique sait qu'il a des valeurs qu'il défend. Il ne défend pas simplement son pain quotidien, il peut accepter de démissionner quand il estime que effectivement il ne porte plus les aspirations de son peuple, mais malheureusement chez nous encore ces valeurs, cette éthique-là est absente. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que nous devons aller pour essayer de forger des hommes politiques. Serge, doit-on légiférer? C'est la question. Oui, légiférer c'est important, pas pour empêcher les gens d'adhérer à la famille politique qui les plaît, mais en rappelant à un élu que lorsqu'il est élu, et je crois que c'est ça la philosophie du mandat impératif, qui protège à la fois son élection, mais aussi son mandat. Et il est hors de question qu'en cours de mandat, n'est-ce pas, ce dernier va vers une autre famille politique et prétend doter cette famille politique, n'est-ce pas, du manteau d'élu qu'il dispose. Nous disons que c'est cynique et c'est inacceptable. Parce que autant il ne transporte pas auprès de cette famille politique les victoires qu'il a engrangées dans la famille politique précédente, autant les casseroles qu'il a également laissées dans la famille politique précédente, il ne la transporte pas. La nouvelle famille politique n'est pas comptable de cela. Donc là, on doit légiférer. Et puis, je voudrais quand même dire que M. Eli Bilobé a semblé vouloir dédouaner Maître Akeremouna tout à l'heure là. Je n'ai pas beaucoup été d'accord à ce niveau avec lui parce qu'il me souvient que... pas de le condamner. Ok, voilà, il me souvient à la veille de l'élection présidentielle, il appelle à se rallier au MRC. Donc la cohérence et l'honnêteté politique auraient voulu que on voie justement, après l'élection en 2018, n'est-ce pas, un cheminement avec M. Akeremouna auprès du MRC. Mais le même Akeremouna a reviré encore une fois de plus. Et quand vous regardez l'ATP, qui est une autre offre politique d'alliance qui nous a été proposée, dont fait partie le PCRN, on nous a parlé des primaires. Les primaires qu'il fallait organiser pour définir un candidat qui allait donc porter l'idéologie de la transition politique au Cameroun. Nous attendons encore les primaires. J'attends que Mme Dio nous donne le calendrier. Tu attends quelque chose. Les gens qui ont parlé de ça, ils peuvent après se rendre compte que ce n'est pas faisable. Ils ne parlent plus de ça, ils abandonnent. Okay. Tu vas leur faire le procès. Ça revient donc à ce que nous disions, M. Dipita, que nous méritons une opposition. Le Cameroun mérite mieux, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, la démocratie passe également par un contre-pouvoir. C'est important dans toutes les démocraties qu'ils soient sérieux et qu'ils soient à même donc de mobiliser également les jeunes, on en parlera tout à l'heure, et d'augmenter le taux de participation, j'allais dire, dans nos différentes consultations électorales. Abel, doit-on légiférer? Tu poses cette question trop simplement. Elle est éminemment complexe. Elle est éminemment complexe. L'idée de légiférer vient après qu'on ait vu les comportements. Et quand on est très prospectif, on peut les sentir. On légifère même avant que les faits ne se produisent dans la société. Là, on est dans la prévention. C'est des exercices intellectuels extrêmement difficiles. Tellement l'homme est ondoyant. On a des barrières posées par la Constitution. Il y a des exercices de liberté. La liberté de croyance, la liberté d'association, etc. Donc vous ne pouvez pas dire à M. Onana, parce que tu as été dans le RDPC, tu ne dois pas aller là-bas. Vous savez pourquoi comment étaient les choses en 90? Il n'y avait pas de code électoral. Il y avait 3 lois.
une loi fixant les conditions d'élection à la présidence de la République, une loi fixant les conditions d'élection à l'Assemblée nationale, une loi fixant les conditions d'élection des conseillers municipaux. Et dans ces 3 lois-là, à l'époque, le mandat était impératif. C'est-à-dire que si tu quittais ton parti, tu perdais ta qualité d'élu. Si tu démissionnais de ton parti, tu perdais ta qualité d'élu. Si tu étais radié de ton parti, tu perdais la qualité d'élu. Qu'est-ce que nous avons observé? On a cru que ça allait amener la stabilité dans les chambres. On a observé que les patrons des partis avaient donc la main mise sur l'élu. Et que si tu ne marchais pas à la convenance du patron du parti, il pouvait donc t'exclure et tu perds ta qualité d'élu, tu quittes la chambre dans laquelle tu es. Puis il y a eu un débat. Est-ce que c'est le parti qui élit? On a dit non, c'est le peuple. Le peuple est souverain. Donc, l'homme qui est élu là, il est présenté par le parti, mais c'est le peuple qui lui donne le mandat. Donc, s'il ne s'entend plus bien demain avec son parti, cela ne veut pas dire que le peuple consent à lui retirer le mandat. Et c'est Oona Joseph qui avait conduit cette réflexion lors de la rédaction de la Constitution de 1996, après la conférence tripartite. Et on a estimé qu'il fallait libérer l'élu de l'emprise du parti. Mais en faisant ça, on a oublié une autre chose. C'est justement que l'élu peut être à la recherche de tas de choses immorales. Et on se retrouve aujourd'hui indépendant du patron du parti. Il devient indépendant de même tout le parti. Et ce n'est pas toujours pour des causes nobles. Pour autant, ça n'a rien à voir avec notre débat. La transhumance, là, n'est pas liée au fait que le mandat n'est pas impératif. Ce n'est pas pour ça. Vous comprenez? La transhumance est liée à des analyses opportunistes. Calcul politique. Quelqu'un qui compte sur un électorat ethnique. Mais quoi, qu'est-ce qu'il ne va même pas? Il n'y a pas le vote ethnique ici. Tu ne vois pas les gens qui vont dans les circonscriptions parce qu'ils regardent. Tu as déjà vu l'UDC présenter les candidats dans à Ngoumou. Sambaka était longtemps candidat de l'UDC ici. À Ngoumou. Mais je te parle de Ngoumou. Ils présentent les candidats là où il y a les Bamoun. Là où ils savent qu'ils auront des voix pour être élus. Parce qu'ils travaillent avec le vote ethnique. C'est ça qui est vrai. Il présente les candidats dans le... Attends, il présente les candidats, ça c'est mon analyse. Non, mais elle n'est pas forcément bonne. Si tu veux, tu fais le débat avec moi. Non, je ne fais pas le débat. Tu ne peux pas m'empêcher d'avoir mon opinion qui est que... Attends, non, je clôt mon le débat. Mon opinion est que... Non, ma question est la suivante. Ma question est la suivante, Abel. Si on doit légiférer comme vous le dites, quelle serait votre proposition? Et on ne doit même pas légiférer. Ah bon? On ne doit pas légiférer, on doit augmenter la conscience du peuple électeur. Pour que le peuple électeur ne suive pas les yeux fermés les gens. Et là, tu veux m'empêcher encore de parler du vote tribal? Non, oui, laissons le vote tribal. Non, le vote tribal est l'un des catalyseurs. On aura un débat. Le vote tribal. Sur le vote tribal. Le vote tribal, tant mieux. Mais laisse-moi terminer mon propos. Non, le vote tribal est l'un des catalyseurs de ce comportement-là. D'accord. Parce que les gens s'en vont chercher des électorats dont ils ont l'intime conviction qu'ils seront suivis sans que les gens ne cherchent à savoir qui veut même nos voix. C'est de ça qu'il est question. D'accord, on passe au deuxième thème. C'est compris. Merci Abel et merci aux autres. On va passer au deuxième thème. Adonis qui réalise l'émission prend rapidement la transition et on y va. On l'a dit dès l'entame de l'émission, le Cameroun est un pays jeune, mais la participation politique de cette jeunesse reste faible. Malgré les slogans et la visibilité sur les réseaux sociaux, alors il faut parler d'une vraie
faut-il parler d'une vraie mobilisation ou d'un mirage démocratique? Les jeunes Camerounais sont-ils véritablement engagés politiquement? Voilà la question, l'une des questions, la première question centrale, qui a évidemment d'autres questions en dessous. Mais Amadou, évidemment, on prend pour prétexte cette fois-là la mobilisation qu'on a pu observer du côté de l'extrême nord, qui avait besoin de 100 000 jeunes à l'origine. Les statistiques ne nous ont pas forcément renseigné sur l'effectivité de ce chiffre. C'était le parti de Serge Mpélé. Alors, les jeunes sont-ils vraiment engagés politiquement? Oui, les jeunes sont engagés, peut-être, je vais le dire peut-être d'une autre façon, les jeunes sont engagés pour le changement. Cela s'illustre beaucoup plus par les événements que nous vivons depuis un certain temps. Je prends l'exemple du cas de la mobilisation de 100 000 jeunes dont vous évoquez tout de suite et qui a été initiée par quelques individus appartenant au parti au pouvoir. Président de l'Assemblée nationale, c'est pas quelques... A été initié par quelques individus. Nous devons respecter nos institutions et ceux qui les incarnent. Cette initiative, ça prouve déjà que vous ne maîtrisez même pas les initiatives qui ont été lancées par vos camarades. Parce que le communiqué même qui a annoncé cet événement dit que le président de l'Assemblée nationale va parrainer l'événement, mais les initiateurs n'étaient pas le président de l'Assemblée nationale. Donc je sais très bien de quoi je parle. Quelques individus ont initié cette activité à Maroua. La dite activité, selon eux, visait à mobiliser 100 000 jeunes de la région de l'extrême nord, venant donc des 47 arrondissements de la région de l'extrême nord, pour appeler à la candidature et manifester leur soutien envers le candidat du RDPC, à savoir le président Paul Biya. Une vague, de façon spontanée, de contestation était née immédiatement, à laquelle moi j'étais en tête de file. Nous avons estimé que cette mobilisation était inopportune, que cette mobilisation n'avait pas lieu d'être dans une région qui n'a pas reçu au même titre, c'est-à-dire n'a pas reçu autant que ce qu'elle avait donné. Nous avons pensé qu'il fallait lancer un contre-appel à cette mobilisation et demander aux jeunes d'être conscients, demander aux jeunes de ne pas aller à cette mobilisation. Conséquence, le 10 mai à Maroua, au moment où ils attendaient mobiliser 100 000 jeunes, ils n'ont pas eu le nombre souhaité, mais pire, des enfants mineurs ont été ramassés dans les rues à Maroua, autour du marché central et dans les artères de la ville, ont été habillés en tenue de propagande pour venir faire foule à la place de fête. Les images ont circulé sur les réseaux sociaux. Par la suite, nous avons fait des sorties pour condamner l'utilisation donc abusive de ces enfants à la place de fête. Cette situation traduit justement l'intérêt ou alors l'éveil de conscience désormais qui est manifestement réel des jeunes à œuvrer désormais pour le changement que j'annonçais à l'entente de mes propos. D'accord. Pour en ajouter davantage par rapport à cette mobilisation, les organisateurs de la marche eux-mêmes, après la dite, le dit événement, ont fait une sortie pour dire qu'au lieu d'avoir 100 000 jeunes, ils ont plutôt reçu les représentants de leurs soi-disant 100 000 jeunes à la place de faire, et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas obtenu les 100 000 jeunes. Mais nous pensons que cette déculottée doit être une interprétation profonde de des initiateurs ou alors même du parti au pouvoir. Parce que nous estimons
que la région de l'extrême nord, qui a tout donné depuis 43 ans, mérite plus d'attention, surtout en ce moment où toutes les difficultés sont perceptibles et visibles de ce côté-là. Si je prends un instant pour dénombrer les difficultés, je ne pense pas que le temps écoulé pour le plateau peut permettre de le faire. Arlette, la question suivante, le militantisme numérique, parce qu'on l'observe également, beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok et tout ce qui va avec. Est-ce que ce militantisme numérique est suffisant pour marteler la présence, l'implication, l'adhésion des jeunes aux différentes politiques qui leur sont offertes? Est-ce que ça traduit l'ancrage de la jeunesse dans l'environnement politique? Vous savez, le numérique est devenu un espace d'expression de la jeunesse camerounaise. Donc, c'est un super baromètre aujourd'hui pour déterminer le niveau d'engagement et le niveau d'implication des jeunes aujourd'hui en politique. Il ne faut pas forcément avoir une interprétation basique en se disant que simplement le fait que ce soit simplement des followers qui ne sont pas des individus qui se trouvent derrière. Et il ne faut pas négliger aussi la démarche, parce que ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun est assez exceptionnel, cette expression-là. Naturellement, on souhaiterait qu'elle soit beaucoup plus concrète. Ça, c'est une volonté, mais c'est déjà une démarche. Moi, ça me rappelle effectivement une démarche que les jeunes Américains avaient fait lors de la dernière et lors de l'élection de la première élection de Donald Trump, où il décide en plein coronavirus d'organiser son meeting de lancement de campagne. Voilà, tous les experts lui disent non, franchement, en plein coronavirus, ce n'est pas une bonne démarche. Effectivement, il dit non. Je m'entête, j'y vais, j'organise mon meeting et voilà. Maintenant, le principe était simple. Pour participer au meeting, il fallait s'inscrire de manière numérique, il fallait s'inscrire. L'entrée était gratuite, mais il fallait s'inscrire. Alors, vous savez ce que les jeunes Américains ont fait? Ils ont commencé à utiliser des applications qui permettent d'envoyer des messages et ces messages sont supprimés en 24 heures. Donc, même le Secret Service n'était pas au courant de ce qui se passait. Alors, Donald Trump, au bout de 24 heures, la salle est pleine, les réservations sont archi-combles. Il se dit, voilà, c'est l'argument fatal pour organiser mon meeting. Voilà, le peuple américain veut que j'organise mon meeting. Sauf que quand il arrive justement au lieu du meeting, il trouve 1000 personnes dans une salle de 10 000 personnes. Les jeunes ont commencé à faire des vidéos pour dire on t'a bien eu. Et c'est là, je crois, ça a déculotté jusqu'à la fin de son mandat. Et il n'a malheureusement pas à cette élection été élu. Mais là, je vous montre juste comment des jeunes assis dans leur chambre ont pu, avec une démarche aussi banale, en utilisant des applications que même, imaginez-vous, le Secret Service n'a pas pu avoir l'information. Je crois qu'au sortir de ce meeting, Donald Trump a appelé tout le service de renseignement pour avoir l'information. On n'a pas compris parce qu'ils n'ont pas compris la démarche. Et c'est donc ce que je veux souligner aujourd'hui en disant qu'aujourd'hui, nous avons des outils qui nous permettent, et ça c'est notre force, la nouvelle génération, nous avons des outils qui nous permettent de nous mobiliser, de nous organiser, de mieux nous structurer, même si sur les faits, ce n'est pas visible. Donc, ce n'est pas des éléments, en fait, à négliger. Et je crois que l'exemple encore patent de notre camarade, là, à côté, est un exemple de ce que, en fait, malgré l'impression que ça donne, où on a simplement un jeune qui fait un discours, qui dit non, eh bien, derrière, ça se partage dans les groupes WhatsApp, ça se partage sur Telegram, ça se partage sur TikTok. Et ce message-là, on se parle, on discute, on échange. Et il y a cette frustration qui est réelle. Vous avez pris l'exemple des États-Unis, mais je veux dire que quand on interprète la mobilisation qu'il y a sur les réseaux sociaux et qu'on sort du virtuel, pour arriver en présentiel, ce n'est pas forcément la même impression que ça donne. C'est justement... En termes de mobilisation, en termes d'impact, en termes de participation. C'est justement ce que je voulais vous montrer, un exemple où on est parti du virtuel. D'accord.
pour le réel. Je ne pense pas que le camarade ici à côté, il est allé dans toutes les 46 communes. Il a utilisé les outils justement numériques dont on n'a pas forcément toute la maîtrise pour pouvoir mobiliser. Le problème c'est ça, c'est qu'on se dit forcément, puisqu'on a eu un ensemble d'échecs, on se dit forcément, il y aura encore échec. Non, la mobilisation, elle est réelle. Les outils aujourd'hui permettent d'avoir plus d'informations, de viraliser plus, de se rendre compte sur toute une chose qui est très importante, c'est qu'on n'est pas seul. Mais je suis d'accord avec vous que ce n'est toujours pas suffisant. Il faudrait toujours que ceux qui sont à la maison se rendent bien compte que si on a pratiquement plus de 4,5 millions de jeunes en âge de voter qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales. C'est quand même un chiffre qui est énorme, alors que c'est cette population-là qui souvent se plaint le plus et qui est souvent le plus victime de la politique qui est mise sur pied. Maintenant, je voulais aussi énumérer une chose qui est assez... il faut que le RDPC arrête de traiter les jeunes comme des simples animateurs politiques. C'est-à-dire les gens qui viennent s'asseoir, ils applaudissent, on leur donne 2 t-shirts, après on va leur donner 1000 francs, 2000 et on va dire oui, les jeunes ont contribué. Ah, il faut qu'on arrête ça. Franchement, ça devient lassant, ça devient insultant, ça devient vraiment dénigrant, énervant même à la limite. Cette manière, cette désinvolture avec laquelle on nous traite, cette façon vraiment d'une insolence et d'une désinvolture terrible. Ça fait mal en fait de vivre dans un pays où on ne pense qu'à vous lorsqu'on veut faire des meetings, on veut faire des slogans. Après, on va vous dire, oui, on a fait tel projet là, c'était aussi pour financer 2-3 projets, c'était aussi... Mais il faut qu'on arrête cette façon. On a des problèmes qui sont réels. Et les problèmes de la jeunesse ne sont pas simplement liés au fait qu'ils ne sont pas à des meetings. Le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est qu'on a des dirigeants qui font 40 ans au même lieu. On a des directeurs généraux qui font 20 ans au même lieu. On a des présidents d'Assemblée nationale qui font 20 ans au même endroit. C'est-à-dire quand vous faites 20 ans au même endroit, ça veut dire que vous empêchez naturellement la rotation naturelle. Et si vous empêchez la rotation naturelle, vous empêchez justement cette génération aussi d'éclore, d'être aux endroits de prise de décision et de faire la différence. Peut-être même de faire des erreurs, mais d'apprendre. Parce que ceux qui sont là, ils ont fait des erreurs, ils ont fait beaucoup d'erreurs, mais ils ont eu le temps d'apprendre. Mais aujourd'hui, on nous demande d'apprendre au banc de touche. On nous demande d'apprendre sur les plateaux de télé à vilipender les gens, à faire les commentaires, patati patata, oh, tel est un mauvais orateur, tel est un mauvais acteur politique, alors qu'on n'a jamais véritablement rien géré. Vous ne savez absolument rien. Vous bavardez seulement sur les plateaux parce qu'en fait, vous venez vous vilipender et vous vanter en fait des efforts qui ont été fournis par ceux qui sont plus âgés et vous êtes simplement là pour applaudir et dire que vous êtes fort. Serge, alors le meeting de l'extrême nord, pour vous, il n'y a pas eu 100 000 jeunes mobilisés, on est d'accord. Est-ce un échec de la capacité de votre parti ou de vos camarades de là-bas, non, de l'incapacité de vos camarades de pouvoir mobiliser suffisamment? Au-delà de cela, est-ce que ce n'est pas également le ressenti ou la perception que les jeunes désormais ont de votre parti qui s'est exprimé ainsi? Déjà, je ne pense pas que on soit passé à côté de l'objectif. D'accord. Peut-être, ou alors, admettons que le chiffre annoncé n'ait pas été réalisé, il y a eu tout de même une mobilisation. Et nous voulons rassurer ici que le mécontentement, nous ne l'ignorons pas. Il y a des sérieux problèmes dans cette région. Voilà pourquoi, au-delà des efforts qui sont menés par le gouvernement, vous avez vu l'inauguration du pont sur le fleuve Logone entre Yagua et Bangor au Tchad. Vous avez vu l'accueil qui a été réservé au Premier ministre chef du gouvernement. Il y a un lien. Il y a un lien, puisque le Premier ministre applique la politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais tout ça n'a pas mobilisé 100 000 jeunes. On ne peut pas quand même comprendre le contraste. Qui devait payer sa caution, il faut le rappeler. Il faut aussi rappeler l'accueil du EGPR, parce que quand tu parles des accueils, il y a aussi l'accueil du EGPR qui n'est pas chaleureux. Voilà, je crois que c'est moi qui déroule. C'est moi qui déroule. Et même l'accueil du SGPR, elle a terminé par une accalmie, parce qu'il a prêté l'oreille, n'est-ce pas,
aux doléances de cette région-là. Et vous avez observé que la descente du Premier ministre a été plus réluisante. L'inauguration de ce pont est une source d'espoir. Mais tout ça n'a pas contribué à mobiliser 100 000 jeunes. Nous sommes d'accord et nous allons poursuivre le combat en rappelant que c'est une région qui est exposée à beaucoup d'aléas. À 6 mois de l'élection, ça ne vous interpelle pas? Vous n'avez pas de crainte? Est-ce qu'il n'y a pas un désamour entre votre jeunesse ou la jeunesse de l'extrême nord et votre parti? L'élection nous dira, puisque c'est dans les urnes que la mesure se fera. Mais on est conscient qu'il y a effectivement un mécontentement au-delà de l'extrême nord, dans les autres parties de notre pays. Mais il faut que la jeunesse de cette région-là ait espoir, parce que nous avons parlé du pont qui a été inauguré. L'hôpital de Marois, il y a un hôpital régional à Marois aujourd'hui, de référence. Il y a un aéroport international. Il y a une université, n'est-ce pas? Il y a des forages qui sont aménagés. L'objectif, c'est 3 000 forages pour alimenter les populations en eau potable. Il y a 1000 forages. L'heure du bilan est proche. Vous avez 3 mois de campagne électorale. Voilà, donc c'est pour dire. Et puis, il y a la décentralisation, qui est l'un des grands axes de notre stratégie nationale de développement, qui vise à rendre équitable, Monsieur Dipita, les ressources allouées aux communes et aux régions. Et dans cette partie du pays, nous souhaitons, et c'est ce qui est prévu, que les ressources soient les plus importantes compte tenu des défis et des enjeux qui interpellent Vous parlez d'un aéroport international. Vivement que ces jeunes... Alors que les pèlerins de la région de l'extrême nord se déplacent tous pour aller prendre l'avion à Garoua. Il faut parler de ce que vous maîtrisez. Oui, c'est un aéroport international. Vous direz que c'est un aéroport international. Vous pouvez nous dire si l'aéroport de Maroua Salak a déjà reçu un avion international? Oui, d'accord. On sort du débat. Savez-vous que l'aéroport international de Maroua ne reçoit même pas les avions? Nous sommes sortis du débat. Nous sommes sortis du débat. C'est un aéroport international. Vous insistez, Abel, vous avez la parole. Les ADC, le site des aéroports du Cameroun, merci. À quelle classe est classé l'aéroport international de Maroua Salak? Il faut sortir des sites, ils ne sont pas à jour. Abel et Limbiloube, que faut-il changer pour que les jeunes s'approprient véritablement le processus électoral? On n'en parle pas beaucoup. Oui. C'est une question qui nous préoccupe tous. Mais il y a une raison qui nous a amenés là. La bouche. Ce qui sort de la bouche. C'est-à-dire? La Bible dit, dans Proverbes chapitre 13, le roi Salomon, qui, dans la mythologie chrétienne, était un homme sage. Il dit, parlant de la bouche, que celui qui surveille sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre grand ses lèvres, à lui la ruine. Les hommes politiques doivent donc avoir une bouche assez surveillée. Aujourd'hui, les gens se plaignent que les jeunes, mais ceux qui se plaignent là, premièrement, tous ont des partis avec des organisations de jeunes. Mais c'est eux qui ont dit que l'école aux écoliers et la politique aux politiciens, pour dire aux jeunes, ne faites pas de la politique. Ça s'est dit dans ce pays. Ceux qui disaient ça. Écolier, ce n'est pas jeune, hein, monsieur Elibilobe. Il essaie de terminer. Ok, c'est une parenthèse. Oui. Chez toi, les écoliers ont 50 ans. Mais voilà. Chez toi, les écoliers ont 50 ans. Moi, je sais que quand tu dépasses déjà 15 ans, tu n'as même pas à être écolier. Et on étend encore ça. À 18 ans, on est censé avoir son baccalauréat. Voilà. On n'est plus écolier. Voilà. Donc voilà. Tu vois donc. À 20 ans qui est l'âge légal de vote au Cameroun, on n'est plus écolier. Voilà, tu vois donc. Ça ne nous a pas empêché de prendre les écoliers pour faire vois donc que ceux qui ont tenu ce propos. C'est leur bétail électoral comme il dit. Tu vois les autres partis prennent également ces mêmes écoliers. Tu vois donc. Ah bon, oui. Vous cautionnez cela? Qu'ils le fassent aussi, on attend la mobilisation. Vous encouragez donc qu'on prenne les écoliers de 13 ans, de 12 ans? Il y en a qui le font à Paris. Mais ce n'est pas sur le plateau, vous avez un focus. Non, il y en a qui font des meetings, qui prévoient des meetings hors du Cameroun.
C'est vous, Abel. Voilà. C'est ici que ça se passe, ça se joue au Cameroun. Donc, les les écoliers, pour ne pas galvauder le terme, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes qui, en plus, devraient donc remplir les conditions légales pour avoir un engagement. Mais ce discours avait ceci de pervers qu'il sortait de l'histoire. L'histoire nous apprend que ce sont les jeunes qui ont construit ce pays. Exactement. C'est ça que l'histoire nous apprend. C'est vrai. André-Marie Mbida, élu à l'Union française, élu à l'Assemblée nationale de France, élu aux premières élections législatives de 1956 à 37 ans. Vous pouvez donc imaginer depuis quand il a commencé à être élu. Pour devenir premier ministre de l'histoire, il avait 37 ans. C'est lui, sans verser une seule goutte de sang, c'est lui qui nous a donné le drapeau. C'est lui qui nous a donné la devise paix, travail, patrie. C'est lui qui nous a donné l'hymne national. C'était un jeune de 37 ans. Donc, quand cette jeune-ci parle, il y a une grande émotion dans son propos. Mais elle accuse seulement les autres. Elle accuse les autres. Et c'est la faute qu'il y a dans son discours. Parce que ce sont les jeunes eux-mêmes qui doivent savoir Le destin entre leurs mains. qu'ils doivent s'impliquer dans la conduite des affaires de leur pays. Il ne s'agit pas de leur donner la place. Mais il ne s'agit pas non plus d'avoir un système qui les empêche de s'épanouir. La Bible nous dit que la beauté de la jeunesse, c'est sa force. Les cheveux gris sont une couronne de sagesse. Une société qui est en train de fonctionner comme nous fonctionnons là, se prive de la force de l'énergie nécessaire à sa bonne marche. Mais les jeunes qui seront les vieux de demain doivent savoir que si eux-mêmes ne s'impliquent pas dans la conduite des affaires au moment où ils sont jeunes, ils seront des vieux dans une société qui ne répondra à aucun de leurs besoins. Parce que c'est à eux de construire la société. Oui, elle a raison de se plaindre des dysfonctionnements qui obèrent complètement les possibilités des jeunes. Si vous regardez les partis politiques, combien de jeunes ils investissent? Combien? Le PCN, le PCN vous dira tous. Quand vous allez à l'Assemblée nationale, là, vous voyez l'âge moyen dans l'Assemblée nationale, les conseils municipaux, etc. C'est au-delà de 40 ans. Si vous savez quel était l'âge moyen en 56, les Okala, Aïdjo, tous ces gens, ils n'avaient pas 40 ans. Tous. Les Marigombois, tous. C'est eux qui ont construit ce pays. Donc, Pour oublier Paul Biya, dans votre... oui. Il a été jeune aussi, non? Oui, mais Paul Biya n'appartient pas, n'était pas politique dans cette phase. Il est revenu construire son pays après ses études en France. Oui. Il pouvait y rester. Il est 23h. Non, ce n'est pas ça le débat. Elle est nous terminons. On va mettre à votre liste. Je ne mets pas Paul. Non, ma liste n'a pas Paul Biya. Paul, pas par cynisme. Non, c'est même pas cynisme. Exactement. Je ne le mets pas dedans pour des raisons très simples. Peut-être vous ne connaissez pas Paul Biya, mais nous qui sommes des charnières entre cette période et la vôtre, nous savons qu'il n'était pas militant. Il n'était pas impliqué. Il était là. Il aurait pu être élu. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été élu? Comme les Okala. Pourquoi? Comme les Mbida. Pourquoi? Il n'était pas dans le mouvement. Il vient quand le mouvement a déjà commencé à porter ses fruits. L'indépendance est déjà là. Il vient dans le cadre des jeunes qu'on appelle
pas pour la lutte pour politique, mais pour construire l'État qui est déjà là. Voilà. Il a besoin. Il vient donc en 62. Puisque vous avez parlé de construction. Il vient pour le moment, je suis dans l'implication politique. Et il n'est pas un impliqué. Il n'est pas un impliqué. Et si tu continues comme ça, tu nous obliges à te rappeler que même en 82, son choix, si son choix avait été révélé au grand public, il y aurait eu des discussions terribles à l'intérieur du parti. Exact. Parce que à l'intérieur du parti, il n'était pas l'exemple de cadres qui sont au premier plan, comme les Haïssine Vondo, comme les Samuel Lebois et bien d'autres. Lui, qui est un peu de cette génération qui a vu ces choses-là, il le sait. Vous ne le savez pas. Vous voyez, c'est pour ça que la méconnaissance de l'histoire ne nous sert. Elle a évoqué les postes administratifs qui sont occupés par des vieux aujourd'hui. Oui, bien sûr. Oui. Mais elle oublie que le président Paul Biya a nommé beaucoup de jeunes à des hautes responsabilités. Ils l'ont déçu. Mais c'est pas là les vieux ne le reçoivent pas. Les vieux ne le reçoivent pas. Les vieux ne le reçoivent pas. C'est pour dire que la jeunesse n'est pas un programme politique. Mais c'est pas ça le débat. Non, c'est pas ça le débat. La jeunesse, elle n'est pas dans le conflit des générations. Il y a beaucoup de jeunes qui sont entrés dans l'administration. Je dis, l'essence d'une société. L'essence d'une société, c'est sa capacité à se renouveler. En fait. Et justement, le délitement qu'on observe aujourd'hui au Cameroun, c'est précisément parce que la société ne se renouvelle pas. En fait. Elle ne se renouvelle pas. Elle se renouvelle. Je vous cite un seul exemple. Non, tu veux me citer. L'âge de départ à la retraite était jusqu'à une certaine période 55 ans. On parle d'hommes politiques, mon cher ami. Non, on ne parle pas des administrations. Vous avez questionné. Non, ne mélangez pas les choses. Allez un peu de votre réflexion. Non, quand je cite le président de l'Assemblée nationale, ça n'a rien d'administratif. Il dit qu'il n'y a pas un renouvellement, une régénération. Non, mais vous confondez tout. Administrative. Vous confondez tout. Vous n'avez pas compris son. Alors, je reprends. Attention, Abel a la parole. Le président Paul Biya l'a harmonisé à 60 ans. On termine l'émission. Mais avant, c'était à 55 ans. On termine l'émission, Abel. Ça veut dire que ça cédait la place. Quand l'âge de départ à la retraite est courte, ça permet, n'est-ce pas, là, ça permet aux autres de prendre également le relais. Abel, vous terminez. Abel, vous terminez. On a débordé de 3 minutes. Vous soutenez un homme de 92 ans, alors que on a débordé de 3 minutes. Abel, vous terminez. J'ose croire que c'est une stratégie à laquelle... Oui, terminez, Abel. On est hors de l'air. On ne me prenait pas facilement la parole. Mais tu la prends pour qu'on ne dise pas l'essentiel. Oui, terminez en une minute. L'essentiel, c'est que si la société se renouvelait, le plus simple, c'est que le président à 93 ans ne serait pas là. D'accord. C'est la preuve que ça ne se Merci, Abel Elimilobert. Et nous perdons beaucoup. Nous perdons. On doit nommer un jeune. Nous sommes en démocratie. Hein. Il s'agit on pas va nommer un jeune à la tête de la présidence. Merci Abel. C'est le peuple qui choisit. C'est votre temps, vos camarades vous écoutent. C'est votre temps, vos camarades vous écoutent. Merci à vous la raison. Le peuple L'émission est terminée. On ne nomme pas un président de la République. Le peuple camerounais en 56. La démocratie est due peut-être. À mardi prochain. Le peuple camerounais pour une autre édition de Cartes en 56.